Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Vous écoutez notre rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Conseil des résidents étrangers, donc qui s'intitule De Strasbourg et d'ailleurs. Donc avec moi au micro et à la technique, le bucéphale et quadriman Eric. Bonjour Eric. Bonjour Strasbourg, bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Et avec moi, pour faire entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric. Alors Eric, qu'est-ce que nous proposons à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui? Alors cette émission sera un peu spéciale. Ce sera une émission plume libre avec comme invité Bocard, Félicie et Geoffrey. Alors le temps est donné et tout de suite on va faire une petite pause musicale, le temps d'installer nos invités. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi je vous propose en musique une chanson du groupe The Kills qui s'appelle Black Balloon. De Strasbourg et d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous écoutez toujours et encore le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Alors nous avons avec nous nos invités, donc pour la spéciale émission Plume Libre. Eric. Alors pour citer Bocard, tel un fauve en face d'une proie facile, leur plume libre erre ça et là dans une pénombre en quête d'une page blanche sur laquelle est étalées ses patentes épîtres. Vous les suivez, ils sont là avec nous, à l'antenne, Bocard, Félicie et Geoffrey. Alors bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir reçus aujourd'hui sur le plateau. Donc voilà, on va chacun vous présenter quelques textes qu'on a écrits. Donc il n'y a pas forcément de thématique propre, mais en tout cas voilà, on voulait vous présenter chacun à notre tour notre singularité et notre écriture. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de vous avant de présenter vos textes? On est tous les trois éducateurs à l'ESTES, donc on est en formation, on est en première année. On a terminé notre première année, donc voilà, on est tous les trois dans le travail social. Et ça nous paraît important de conjuguer ces questionnements liés au social dans notre écriture en fait. Donc voilà. Voilà, c'est ça, comme l'a bien dit Geoffrey, hein, c'est Bocard et je suis accompagné de Félicie aussi. Et voilà, ça me fait plaisir de venir ici et de partager avec vous. Moi, c'est pas la première fois, j'ai été présent, mais pas venu physiquement. J'ai présenté un texte sur le questionnaire de Proust, et même si j'étais pas sur place. Donc là, ça fait plaisir vraiment de venir. Si ça vous va. Ça nous va, alors vous avez la parole. Je n'en peux plus de cette plume pâle qui guette devant la porte verte sans poignée. Cette plume qui se veut libre, cette plume aiguisée qui me picote la peau. Mes pensées pêle-mêle poussent, se précipitent et se bousculent dans ma petite tête. Et mon esprit vagabond erre ça et là dans une pénombre, en quête d'une page blanche sur laquelle étaler ses patentes épîtres. Et je pressens une envie de produire de la parole propre, sans pourtant prononcer de mots. La plume libre est capable de parler sans ouvrir la bouche. Non, il ne lui est pas impossible de produire sans remuer la langue, d'exprimer des choses sans les dire. Ce besoin de créer, cet appétit, je le comprends. C'est la maladie dont je souffre quand aucune oreille attentive et appliquée ne s'invite à mon pénible babil. Je la sens, elle est là. La plume libre n'est plus asséchée car l'encre coule à flot. Maintenant que l'oiseau de sa voix douce entonne une chanson mélodieuse qui berce et perce le cœur réjoui des hommes amoureux. Maintenant que l'ennui cède la place à la créativité et que l'envie de produire se substitue à l'inertie ambulante. Maintenant que l'énergie de Diamanka, le poète Peul, charme l'esprit perdu et apaise les âmes avisées. Maintenant, seulement maintenant, la plume libre peut s'exprimer. Elle pose et impose son style, sans critique ni de censure ses mains car elles sont occupées à feuilleter des pages
et agribouillé du texte. Plume libre, ma plume libre, parle. Parle pour dénoncer un monde injuste, un monde de heure et de l'heure, où la douleur et la peur résident dans tous les cœurs. Parle. Je vais me permettre d'enchaîner avec un texte qui s'appelle Hommage sur l'honneur. Tu penses à ces 37 éléphants partis de Carthage en direction de Rome, à toutes ces lances voulant perforer leur peau cuirassée, voulant les terrasser, eux les ancêtres des chars d'assaut. Tu leur rends hommage, on ne sait pas trop pourquoi. Tu penses à tous ces samouraïs qui crachant le sang sur le déshonneur, sur le champ de bataille là où les mouches se posent comme l'ennemi commun des plaies. Alors d'un geste vif, celui qui se s'est perdu, du rituel de l'harakiri plutôt la mort car la honte est immortelle. Tu penses à tous les fidèles accroupis, psalmodiant rigoureusement les prières des anciens. Tu penses à ceux qui, lèvres scellées, ne prient pas avec les mains, mais maintiennent leur dignité d'un dos droit, regard au ciel. Tu penses aux trompettistes qui dans la rue malfamée s'exercent, se faisant l'écho de la plainte des opprimés. D'un souffle généreux, il accompagne comme une soundtrack accompagne le film, il accompagne de sa musique les enjeux de la nuit. Tu penses à tous ces demandeurs d'asile attendant dans les rouages du système français. Dans ce no man's land administratif, on y parle d'interprètes, de procédures Dublin, de multiples sigles censés faciliter la compréhension. Les travailleurs sociaux comme les demandeurs d'asile sont logés à la même enseigne, ici ils craquent un peu plus vite qu'ailleurs. Tu penses à ce clochard insultant les passants, insultant ceux qui ne lui donnaient rien, à leur sortie du métro Marcadet Poissonnier, dans le 18e arrondissement. Insultant les badauds de méchants connards et pire encore. Du coup, gamin, je crois que c'est la première fois qu'un adulte me traitait de fils de pute. Tu leur rends hommage sans trop savoir pourquoi. Tu rends hommage à l'hommage d'autres hommes. Dans une volonté de tradition, tu perpétues l'hommage. Les traditions sont les liens fragiles de la mémoire. L'être humain se passe le relais depuis l'aube des temps, et toujours il le fait tomber afin de mieux oublier. Alors hommage à ceux dont l'histoire ne s'est point souvenue. La leçon est à retenir, mais pas que dans les salles de classe. Parle, ma petite plume. Continue de parler. Parle encore pour faire plaisir à un être cher. Malade, mais cher. Parle pour lui chanter la fête des pères en ce 17 juin 2017. Parle. Papa, j'ai entendu Stairway to Heaven ce matin à la radio et j'ai pensé à toi, au départ en vacances dans la voiture tous les 4, au milieu de la nuit. Toutes ces vieilles chansons que tu adores et que j'adore aussi, parce qu'elles me font penser à toi, m'accompagnent dans mon quotidien. Je me suis toujours demandé mais comment tu faisais pour conduire tout seul pendant des heures d'affilée, pendant que maman, Jus et moi, on ne pensait qu'à dormir, bercés par tes musiques. J'ai jamais eu peur, jamais douté, jamais pensé que toi aussi tu pouvais t'endormir ou vaciller. Tu t'es toujours montré tellement fort pour nous. Pourtant, je t'admire encore plus, papa, depuis que j'ai compris que toi aussi tu pouvais être fatigué, que toi aussi tu pouvais avoir peur ou être triste. Et c'est pas grave, au contraire, parce que moi aussi je peux te bercer, moi aussi je peux te rassurer si tu n'arrives pas à dormir le soir. Et ça fait toujours de moi ta petite fille, celle à qui tu as appris à faire des bouquets de pâquerettes, et celle à qui tu as appris à vivre. Bonne fête, mon papa. Continue de parler encore, ma petite plume. Parle aussi pour chanter l'amour des femmes et des hommes. Parle pour dire à tes potes combien tu es enchanté par leur sourire. Parle. Le ciel et les potes, c'est un road movie. Et si cela dit quoi des clichés, je m'en vais les tordre. Les sourires sont poignards, disait Shakespeare ou un de ses nègres. Moi je dis que les sourires sont parfois simplement ce qu'ils sont, des sourires. Le ciel est figé dans une averse qui n'en finit pas de renverser la même image. La mémoire est un cubi au goutte à goutte aléatoire. La force fait officiellement sa présence quand haut les bras je caresse la lumière du Genki-dama. Gardien de mes frères, qu'ils soient la somme d'une partie du nombre de mes doigts, ou que d'autres se rajoutent, faisant de nous une divinité de plusieurs mains. Soldats rompés, car aucune guerre n'a lieu d'être, que les oiseaux nous accompagnent, telle une escorte d'animaux totems. L'amour des amis n'a d'équivalent que l'ivresse d'un vent de l'autre monde. La loyauté de mes amis est le défibrillateur de mes matins. Leur présence chasse l'hypocondriaque. Je mène mon combat ordinaire comme tous les autres. Comme tous les potes, au fond il y a le ciel et puis les potes. Comme tous les autres dans le ciel, je vois mes potes. À défaut de chute et d'atterrissage, car l'amour se fait l'autre versant de la haine. L'amitié périodique, l'amitié un peu poussée, l'amitié qui sème les souvenirs, l'amitié au risque de se perdre, l'amitié petit poussé. Il y a le pote qui dépasse les bornes, il y a le pote qui te trouve des jobs, alors le pote emploi. Il y a le pote Paul, mais aussi le pote Camé, alors le pote Osborne. Le ciel et les potes, car un check peut cacher les nuages. Le ciel et les potes, c'est le sel de la vie. L'amitié, c'est perdre la face et montrer son côté pile. Parle encore. Ma petite plume parle.
Parle pour libérer les cœurs alourdis. Parle pour guérir les âmes assujetties. Parle pour apaiser les esprits divertis. Parle pour chanter l'interdit. Parle pour plaire à l'aigri. Parle pour embellir le perverti. Parle pour dire un mensonge qui répare. Parle pour combattre une vérité qui blesse. Parle ma petite plume, parle. Après ces paroles très poétiques, on va faire un peu appel à la poésie d'un chanteur français trop méconnu. Une poésie un peu bizarre, celle de Richard Gottener, Une petite perle. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, donc vous écoutez toujours le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Aujourd'hui avec nous encore et toujours Bokar, Geoffrey et Félicie dans le cadre de Plume Libre. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup Nabou. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris le temps de beaucoup réfléchir. On s'est dit qu'on allait laisser la spontanéité. Je pense que quand on en a parlé, c'est pas réfléchi, tu as sorti tout de suite Plume Libre et moi ça m'a tout de suite plu. Geoffrey aussi et Félicie, on s'est dit bon, on n'a même pas besoin de se préparer, on va venir et on va lire les textes comme ça. Et c'est ça qui est bien. Par ailleurs, il serait bien quand même que, vu qu'on a lu des textes, de comprendre un peu le contexte de ce qu'on a lu pour les auditeurs. Et Geoffrey, moi je profite de cette occasion parce que là tu as quand même parlé d'un texte où on voit les demandeurs d'asile. C'est pas des thèmes qui sont souvent utilisés. C'est quoi qui t'a inspiré sur ces textes? Dans le cadre de mon travail, en fait, j'ai bossé quelques mois dans une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez méconnu, ou qu'il y a beaucoup de représentations autour de cela qui n'est pas forcément toujours hyper agréable, hyper bienveillante. Donc ouais, j'ai voulu faire des vignettes en fait. Un texte avec des petites vignettes, avec des gens un peu de l'ombre, dont on parle pas beaucoup. Et donc c'était voilà, une tentative de leur rendre hommage, en tout cas de les revaloriser quoi, en tout cas. D'accord. Et le texte sur les amis, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce texte? J'ai un copain qui est guitariste donc dans le groupe Aya, à qui je fais un petit salut, Johan, si tu m'entends. Et en fait, je lui avais écrit d'abord un texte, je voulais composer ça avec lui pour son groupe. Et voilà, finalement, ça s'est pas fait, mais je l'ai gardé de côté parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est toujours plaisant de donner un peu d'amour aux copains, quoi. Effectivement, et on en profite tous aussi pour faire un coucou à tous nos amis qui nous écoutent à travers la RBS. Et mention spéciale à Madame Bensad qui prend le temps de relire mes textes, qui sont souvent accompagnés de beaucoup de fautes et de coquilles. Vraiment, merci. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, ce sera une nouvelle que j'ai écrite et qui va être lue par Félicie. Voilà. On vous laissera, on donne pas le titre, on vous laissera le deviner à la fin. Félicie, à toi. Chez nous, les PD, on les torture. Dans mon très démocratique pays, le tout-puissant État a décidé de censurer le dernier Disney parce qu'il y avait un passage dans le film où on montrait des homosexuels. Oui, c'était quelques secondes. Il fallait cligner des yeux pour le rater, mais chez nous, ça ne rigole pas avec les gore jigens. Gore, c'est homme et jigen, c'est femme. Quand on a la bonne idée de mélanger les deux, donc de choisir d'être gore jigen, oui, parce que c'est un choix, alors là, on entre dans le cul d'un lion. On est dans une mer de noir. Chez nous, il faut protéger les enfants des homosexuels. Et pour ce faire, on ne les tue pas tout de suite, ce serait trop facile. On les torture bien avant de leur prendre la vie. Comme ça, les autres qui seront tentés, ils réfléchiront 1000 fois avant de se lancer. Chez nous, le tout-puissant État a configuré les moteurs de recherche de telle sorte que personne ne peut se renseigner sur l'homosexualité. Il faut préserver les enfants et aussi les adultes, car l'homosexualité, c'est une damnation, une malédiction. Chez nous, quand les homosexuels veulent satisfaire leur trop-plein de libido, ils sont dans la merde. Ils ne peuvent le faire ni dans les maisons, ni dans les hôtels, ni dans les auberges, car tout le monde guette. Et la lutte contre ces bâtards d'homosexuels, c'est l'affaire de tous. Chez nous, la dernière fois, 2 homosexuels ont été surpris en train de flirter dans une maison abandonnée.
Ils ont été dénoncés. Les cris venaient de partout et les Gordjigen ont couru. L'un a réussi à s'échapper, mais l'autre était retenu. Ses poursuivants l'ont attrapé et l'ont caillassé. Ensuite, ils l'ont filmé et ont mis la vidéo sur Internet. Oui, pour décourager les futurs homosexuels. Car l'homosexualité, ce n'est pas bon et c'est contre nature. Dans la vidéo, il y avait un mec, c'est peut-être un PD. Il a proposé d'amener le Gordjigen à la police. Les gens l'ont regardé bizarrement et lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Si on l'emmène à la police, ils vont le maltraiter pendant des heures et puis après ils vont le laisser repartir. Tuons-le, c'est plus simple. » Pendant qu'ils étaient en train de négocier sur la façon la plus cruelle de lui ôter la vie, lui, il était par terre et il ne pouvait plus bouger. Il avait reçu trop de coups. Ça lui apprendra à s'écarter de la bonne voie, celle tracée par le tout-puissant État, par la religion, par la culture et par les hommes, les vrais. L'homosexualité est donc fléau, et il faut s'en débarrasser. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, malgré tout ce qu'on leur fait, ils continuent à tenter le diable. Parfois, on découvre dans les médias que tel père de famille a été surpris en train de s'amouracher avec un autre homme. Je me suis toujours demandé pourquoi ils continuaient à le faire, ces bâtards. De toute façon, je ne peux pas aller chercher sur Internet, je ne peux pas chercher dans les livres. Moi, comme tous les jeunes de mon beau pays, on n'en sait que ce que nos parents, notre religion et notre puissant État nous en disent. Ce n'est pas bon, c'est un mauvais choix, c'est contre nature. J'ai décidé un jour de ne pas avoir d'idée sur le sujet. Je vais réfléchir à la question et je vais faire mes recherches sans Internet, sans livres, sans la culture de mes aïeux, sans la religion de mes parents et sans l'école de mon tout-puissant État. Chez nous, les PD sont lynchés, exterminés, massacrés et tout le monde ferme les yeux, sauf les Gordjigen bien sûr. Un jour, je me suis demandé, est-ce que moi, je pourrais être PD ? La question m'a tellement dégoûtée que je n'ai pas voulu continuer à y penser. Mais ce matin, avant d'aller à mon entretien d'embauche, il m'est arrivé quelque chose de fou. Mais comme tous les jeunes de mon âge, je n'ai pas Internet, je n'ai pas de livre pour me renseigner. Ce matin, disais-je, il m'est arrivé un truc de dingue, qui changera ma vision des choses pour toujours. Pourtant, il est clair que je ne suis pas homo, non, loin de là. J'aime les femmes. Je préfère tellement les femmes que je suis certain que je serais lesbienne si j'étais une femme. En fait, c'est ce que j'ai toujours pensé jusqu'à aujourd'hui. Je ne risque pas de choquer parce que je ne le dirai à personne. Les gens ne me battront pas à mort car ils ne sauront pas ce qui m'est arrivé. Cela restera entre moi et mon autre moi. Ce matin, j'ai rencontré un homme, un bel homme. Quand je dis belle, je n'exagère pas. Ce gosse est très beau. Enfin, je le trouvais beau. J'aimais sa taille fine, je trouvais qu'elle était bien dessinée. J'aimais son élégance. Le sourire jouait en son visage sublime et raffiné. Et ses lèvres, oh mon Dieu, ses lèvres roses étaient d'une succulence. J'étais séduit par l'éclat de son regard complice. Je n'arrêtais pas de le dévorer des yeux, et lui non plus n'arrêtait pas de me fixer. J'ai repensé à mon très démocratique pays, à ma religion, à ma culture et à mon tout-puissant État. Je pensais aussi aux jeunes qui gisaient dans son sang sur la vidéo, et à tous ces gens qui pourrissaient dans les prisons, juste parce qu'ils étaient Gordjigen. Je pensais à tout ça, et malgré tout, je le trouvais beau. Il m'a attiré comme aucune des filles n'a réussi à le faire. Suis-je PD ? Azafourla, qu'Allah me pardonne, un PD c'est mal. C'est un mauvais choix. Et en plus c'est contre nature. Chez nous, ils sont dans les prisons où ils sont tués. Pourtant, je continuais de le trouver beau. Le courant passait vraiment. Si je n'avais pas ce foutu entretien, je pense que je serais allé boire un verre avec lui. Je lui aurais posé des questions sur sa vie, je lui aurais raconté la mienne. Et après, mes parents m'auraient certainement tué avant que la police ou les gens ne s'en chargent. L'heure avance et il continue à me regarder. Dois-je me préoccuper de mon entretien ? Dois-je penser à ce qui se passe dans mon pays ? Dois-je aller vers lui ? Tout à coup, piqué par je ne sais quelle mouche, je décide de m'approcher de lui. Ciel lui aussi venait vers moi. C'était plus fort que moi, c'était plus fort que nous. Attiré par l'attrait de son corps et la joliesse de ses traits, je m'approchais toujours. Lui aussi avançait. Je m'approchais encore et là, quand je fermais les yeux pour l'embrasser, je me rendais compte qu'entre moi et mon autre moi, il y avait mon très démocratique pays, ma religion, ma culture, mon tout-puissant État, mais il y avait aussi et surtout le miroir de ma salle de bain. Et ça fait très mal. Merci beaucoup, Félicie. Merci, Nabou. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je me demandais, c'était quoi ce très démocratique pays ? La question, c'est la même qui arrive tout le temps.
Après, heureusement que ce qui est bien, c'est quand on écrit, on a la liberté de créer un pays qui existe nulle part, ou bien de réunir beaucoup de pays en un. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où moi je dis souvent aux gens à qui j'ai en face de moi qu'il faudrait juste différencier l'auteur et le narrateur. Peut-être l'auteur c'est moi qui ai écrit le texte, mais la personne qui raconte, qui dit je, ce n'est pas forcément l'auteur. Et souvent, c'est vrai que les gens me posent la question, mais c'est quoi ton pays? Juste après avoir écouté Ah non, mais j'ai pas demandé quel était ton pays, mais oui. Quel était le très très démocratique pays. Oui, c'est ça. Donc là, vous faites la différence, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc je me suis dit que ce serait bien d'éclaircir parce qu'il y a beaucoup, après avoir lu cette nouvelle, me posent la question. Et souvent, la question qui vient, c'est quoi ton pays? Et quand je réponds, je dis je viens du Sénégal, ils me disent ah, on savait pas que le Sénégal c'était comme ça. J'ai dit non, j'ai jamais dit que le Sénégal c'était comme ça. Voilà, donc, alors ce démocratique pays, c'est un pays qui existe. Je pense que tout ce qui a été cité dans la nouvelle, c'est des éléments qui existent dans des pays particuliers. Et donc, j'ai voulu les réunir parce que le sujet m'intéressait. Voilà. Je ne pense pas que ça réponde à la question. Non, mais parce qu'en fait, cette question, je me la pose parce que... Enfin, comme tu viens du Sénégal, comme on pourrait se dire que c'est un pays d'Afrique, mais autant en Asie, en Russie, dans les pays de l'Est... Dans les pays de l'Est, c'est peut-être pas autant officiel, mais être homosexuel, c'est bien, c'est une bonne chose de bien se faire péter la tronche à coup de batte de baseball. Donc du coup, voilà, je me demande même si aux États-Unis, c'est peut-être pas aussi un moyen d'y arriver, quoi. Ouais. Ou en France, à Strasbourg, enfin, ça dépend sur qui on tombe. On parlait du bastion social la semaine dernière. Et donc, Nabou qui disait que la question n'a pas. Je vais pas insister, je vais juste essayer de connaître ta position par rapport à la thématique, ta position personnelle. Alors, oui, je vais répondre à cette question, mais en fait, ce qui est bien quand on écrit, c'est que quand à la question, à savoir c'est quoi ce pays, c'est même pas un pays matériel, c'est des gens, c'est une façon de penser. C'est toute personne qui a une position aussi tranchée sur le cas des homosexuels, elle vit dans ce pays, cette personne. Donc, quand je dis ce pays, ce très très démocratique pays, parce que ça n'existe nulle part un très très démocratique pays, ça montre que c'est un idéal qui existe nulle part et ça montre. Donc, pour revenir à ta question, ma position, moi, je ne suis pas homo, contrairement à ce que la personne qui dit je dans le texte l'est. Moi, je suis hétéro. Après, je respecte les choix. Je pense que on est arrivé à un moment où je suis convaincu que ce n'est pas un choix, que c'est quelque chose de naturel, la science le dit. Et je suis beaucoup touché parce que là, je cite une vidéo dans mon texte, c'est une vidéo qui existe vraiment. Je pense que si tu as eu l'occasion de la voir sur Facebook et YouTube, oui, c'est une vidéo qui circulait parce qu'on les a surpris dans un endroit en train de s'enamourer et il a été vraiment tué comme ça à coups de cailloux. Et ça m'avait tellement fait mal. Je me suis dit, mais qui sont ces gens qui jugent, qui sont ces gens qui décident que telle personne doit avoir telle orientation. Et ça me touche beaucoup. Du coup, le sujet, il m'intéresse et je continue d'y penser. Mais bien sûr que ma position est qu'il n'y a personne qui mérite, de par son orientation sexuelle, de vivre ces violences. D'accord. Alors, c'est d'autant plus vrai que, tu parlais de la science l'a prouvé, apparemment, dans le monde animal, même chez les insectes, l'homosexualité a été prouvée, ça existe, et chez les mammifères, encore plus que chez n'importe quel autre animal, quoi. Donc du coup, quand on dit que c'est pas naturel, tu peux répondre que si, en fait, les animaux entre hommes ou entre mâles et entre femelles, ils le font aussi, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu des travaux d'un biologiste qui a publié un livre, je retiens plus le titre, mais qui explique clairement comment est-ce que c'est naturel et il donne tout ça, des éléments de réponse. D'accord. Donc, voilà. Éric, tu as encore une question? Non, j'allais juste faire la proposition d'une petite pause musicale. Okay. Voilà. Alors, c'est une chanson de Grace Slick, White Rabbit. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur RBS 91.9, vous écoutez toujours et encore l'émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers.
Alors, n'oubliez pas, on a une page Facebook qui s'appelle De Strasbourg et d'ailleurs, comme c'est original. Et un petit like fait toujours plaisir. On essaie toujours encore de dépasser les 500 likes. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à mettre un petit pouce bleu et à conseiller à tous vos amis de mettre un petit pouce bleu, ça nous fera du bien. Parfait. Alors, je vais laisser la parole à nos amis de Plume Libre. Bokar. Oui, Félicie. Félicie alors. Ben oui, on voulait vous remercier, Eric et Nabou, de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir permis de partager nos textes. Et merci aussi à Bokar d'avoir invité Geoffrey et moi dans cette émission. Merci à vous d'avoir été là, c'était un plaisir. Geoffrey, tu as un mot de la fin peut-être? Non, je vais paraphraser ma collègue, mais oui, c'est ça, je vous remercie en tout cas pour l'équipe et puis pour les auditeurs. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, on reviendra très vite. Et voilà, je vous remercie encore. Parfait. Bokar? Oui, remercier tout le monde, tous les auditeurs et tous les amis de la porte verte sans poignée. Ils sauront se reconnaître, qui nous écoutent, et tous les amis aussi qui suivent la RBS et les auditeurs. Et on reviendra, on fera quelque chose de régulier de temps en temps. La Plume Libre passera et s'exprimera sur un sujet quelconque. Donc voilà, merci à vous. Ça nous fera plaisir et on espère que ça fera également plaisir à nos auditrices et auditeurs. Eric? Mais du coup, ça me permet d'aborder une question parce que je pense qu'il y a des gens du Conseil des résidents étrangers qui nous écoutent. D'ici la rentrée en septembre, on va certainement organiser des ateliers d'écriture et si ça vous intéresse, vous êtes aussi invité à venir quand ce sera organisé, au moment où ce sera organisé, au lieu où ce sera organisé. Ouais. Avec plaisir. Je pense que Félicie sera contente. C'est sûr. Ouais, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va passer la main à Eric, qui a des textes à nous présenter. En tout cas, j'ai déjà un livre à vous présenter. Alors, que voilà un petit livre. Mais qu'est-ce qu'il est intéressant? Alors, c'est pas un roman, mais pourtant, il raconte une histoire. Alors, c'est pas un essai, bien qu'il nous renseigne sur beaucoup de choses. C'est pas une biographie, mais elle parle de la vie de quelqu'un, de l'auteur avant tout, avec son père. Un père qu'il a mis du temps à comprendre, dont les silences et les réactions excessives n'ont pas permis aux mots de parler de lui. Un père qui s'est juré de ne pas frapper ses gosses, enfin pas comme son père à lui en tout cas. Un père qui a une certaine vision de l'homme, enfin en tant que masculin. Un homme, ça pleure pas, ça ne se plaint pas, ça se défend seul, ça ne s'habille pas en fille, etc., etc. Alors un macho, vous me direz, peut-être. Et pourtant, ce père-là pleure, discrètement, rit quand on ne le regarde pas, était sensible avant d'être un père. Il malmène son fils, s'emporte contre lui, et pourtant il le défend, il l'aime et il en est fier. Le père est un ouvrier, un prolo, fils de prolo, victime de la violence et du mépris des classes les plus favorisées. Celles qui ont le pouvoir politique, celles qui n'ont pas à cœur la sécurité au travail, de son accident, son dos brisé. Celles qui rognent petit à petit sur la sécu, ce qui rend des soins permanents trop chers. Celles qui n'ont cure du handicap et qui l'obligent un homme au corps brisé à aller travailler. Ce livre n'est pas banal, il n'est pas anodin. Il m'a parlé, et peut parler à beaucoup de monde. Il raconte une histoire, une vie, et les conséquences de la casse sociale. Il va être monté en pièce de théâtre et passé au TNS la saison prochaine. C'est le livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père? Donc je vais vous lire les premiers mots pour vous faire goûter la profondeur des mots et la richesse du propos. Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou les transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre les populations à la vie soutenue, encouragée, protégée et des populations exposées à la mort, à la persécution et au meurtre. Voilà. Merci Eric. On fait une petite pause musicale ou on continue? On peut faire une petite pause musicale. Je propose un peu du punk anglais, tiens. Allez. Sex Pistols. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.
De retour sur la RBS 91.9, vous êtes toujours et encore avec de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors, encore et toujours plume libre, Oui. donc Eric a une belle plume, autant en profiter. Alors, du coup, j'ai profité aussi qu'on a un peu de temps pour pouvoir vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui m'a pas mal nourri dans mon travail d'éducateur spécialisé. Nos 3 invités nous parlaient de l'école. J'étais passé par là, mais malheureusement, on nous a jamais parlé de ce bonhomme-là à l'école d'éducateur spécialisé. Alors, Henry Goldsmith est né en 1878 à Varsovie et il est mort à Treblinka en 1942. Il a grandi dans une famille juive, laïque et plutôt aisée financièrement. Seulement, quand il a eu 12 ans, il a vu son père se faire interner à l'asile pour aliénation. Ce père mettra fin à ses jours 5 ans plus tard pour soutenir financièrement sa famille, il devient précepteur. Il devient précepteur des élèves de son quartier. Il semblerait que ce soit dans ces années qu'il Henry Goldsmith, développe un goût particulier pour la pédagogie. C'est à ce moment qu'il élabore sa principale idée. Il est nécessaire de comprendre les enfants pour éduquer les enfants. Il nous faut comprendre leurs angoisses, leurs motivations et leur curiosité. En plus des cours particuliers qu'il donne, Henrik publie des articles dans les journaux. Il anime des émissions de radio. Il publie également des livres sur les enfants sous le pseudonyme de Janusz Korczak. Ces livres feront sa notoriété en Pologne. Quelques années plus tard, en 1905, il passe ses examens de médecine et commence une carrière de médecin dont il pourrait amplement se contenter. Mais il reste animé par la volonté d'aider les enfants qui sont en danger. Il rêve également de faire évoluer le regard que porte le monde sur les enfants et comment nos sociétés s'occupent des enfants. Il acceptera de diriger un orphelinat accueillant des enfants des rues de Varsovie. Il y consacrera sa vie au sens figuré comme au sens propre. Jamais il n'abandonnera ses enfants, même aux moments les plus terribles de notre histoire. Treblinka, 1942. De son travail d'observation dans cet orphelinat et un autre établissement qu'il fondera quelques années plus tard appelé Nasdom, c'est-à-dire notre maison en polonais, il tirera des idées pédagogiques novatrices. La pensée de Korczak s'appuie sur divers piliers. L'un d'entre eux est celui de la justice, et ce à plusieurs niveaux. Avant tout, dans un de ces établissements, n'importe quel enfant victime d'une injustice peut la dénoncer sans en subir les conséquences, et donc porter plainte, que ce soit contre un autre enfant ou contre un adulte. Cette plainte était étudiée régulièrement, renvoyée devant le tribunal des enfants pour la faire juger. Korczak lui-même devra se présenter à quelques reprises devant le tribunal. De manière plus subtile, Korczak avait identifié des injustices que la société agréait largement et qui montraient le manque d'égard de notre société envers les enfants. Les droits dus à chaque être humain ne sont pas respectés quand il s'agit des enfants. On le voit dans notre vie quotidienne, quand dans un restaurant d'entreprise, une cantine à l'usine ou un restaurant universitaire, dans un lieu où beaucoup d'adultes sont amenés à manger, ils ont le droit de parler, de rire, d'élever la voix, de se lever de table, de quitter les lieux au moment qui lui agrée le mieux, alors que dans une cantine scolaire, l'enfant est voué au silence et à l'immobilité. Cet exemple est certes frivole, et on peut lui opposer la responsabilité de l'adulte. Mais alors comment un enfant peut apprendre la responsabilité sans pouvoir l'expérimenter? En apprenant par cœur un set de règles de savoir-vivre qu'il peut oublier une fois adulte? D'ailleurs, comment peut-on apprendre quoi que ce soit de façon durable sans pouvoir l'expérimenter, ni sans tirer les leçons de ses propres erreurs? En fin de compte, même si l'exemple est bénin, il reste celui d'une profonde injustice dans la différence de traitement. Il nous suffit de faire le tour des exigences quotidiennes qui reposent sur les enfants pour voir que ce comportement est légion et qu'il peut mener à une réelle coercition. Aussi, dans ces établissements, les enfants et les adultes sont soumis aux mêmes règles. Ces règles peuvent être contestées et débattues. La question de la justice met en exergue 2 autres points essentiels aux yeux de Janusz Korczak. D'abord, celui du respect dû à l'enfant, à sa personne physique, morale et à son intimité. Ensuite, il pose que l'enfant doit avoir la possibilité de s'éduquer soi-même, de faire ses propres expériences et donc de laisser la latitude nécessaire à cette expérimentation, quitte à ce qu'il se blesse. Alors c'est Janusz Korczak qui avait dit ça dans Comment aimer un enfant. Il ne s'agit pourtant pas de laisser tout faire, et chaque enfant, chaque personne a au moins une responsabilité, une mission à accomplir dans sa maison. En plus du respect de tous les points du règlement, et dans cette petite société, chacun doit s'acquitter de sa tâche pour maintenir la probité des lieux dans le respect de tous et de toutes. Société, le mot est lâché. La vie de ce grand groupe ne simule pas la société.
est une société à part entière qui a un fonctionnement démocratique où chaque enfant est détenteur d'une voix élective et a le droit de parole. Cependant, Janusz Korczak a bien conscience que la maison a ses règles, ses institutions, ses aménagements, ses méthodes. Elles doivent être respectées, adaptées aux besoins et aux capacités en évolution des enfants. D'où l'importance d'imaginer des méthodes d'apprentissage qui soient accommodées aux enfants. Ces méthodes ne doivent pas être des créations ex nihilo, mais doivent se baser sur ce qu'on observe et ce qu'on comprend des enfants. Enfin, le point principal de la pédagogie de Korczak, c'est qu'un enfant, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, a le droit d'être aimé d'un amour inconditionnel, sans être cloisonné ni catégorisé par un jugement d'adulte. Que nous reste-t-il de Korczak aujourd'hui ? On pourrait imaginer que dans le siècle qui a suivi l'application de telles démarches et qui ont fait preuve de leur efficacité, ces méthodes ont essaimé et fructifié dans tous les établissements accueillant des enfants en déshérence. Force est de constater que non. En France et partout dans le monde, la plupart de ces établissements sont des établissements dans lesquels la violence institutionnelle impose encore son rythme. Elle impose ses idées sur les maisons d'accueil et sur les pensionnats aussi qu'aux travailleurs, aux travailleuses, aux enfants, à tous les publics accueillis dans le secteur du travail social. S'il est des établissements qui n'usent ni de violence physique, ni de violence verbale ou symbolique, c'est un cas marginal. Il ne s'agit pourtant pas de stigmatiser tout un secteur, ni même les professionnels qui y travaillent. Il s'agit surtout de se dire que si on ne met pas au cœur de notre organisation sociale l'enfant, ses besoins, ses caractéristiques et ses comportements, les dysfonctionnements ne seront manqués d'apparaître. Peut-être faut-il créer une toute nouvelle organisation basée sur cette idée fondamentale, le bien-être de l'enfant. Alors encore une petite chose sur Janusz Korczak. Alors Janusz Korczak, il est aussi connu comme étant la personne qui est à l'origine des droits de l'enfant. Alors Janusz Korczak lui-même avait imaginé un certain nombre de droits qu'il accordait aux enfants, qui ont inspiré la Convention internationale et relative aux droits de l'enfant. Et là, je vais vous citer un peu les quelques droits que Korczak estimait qu'on devait donner à l'enfant, spécifiquement aux enfants. Alors pour lui, il y a le droit à l'allaitement au sein maternel, le respect de la différence, le respect du handicap, le droit à une mort digne, le cas échéant, le droit à l'amour pour tous les enfants, le droit à l'équité, le droit à une véritable reconnaissance, le droit d'être pris au sérieux, le droit de l'enfant à être ce qu'il est, le droit de l'enfant à vivre sa vie d'aujourd'hui, le droit à être bien entouré, le droit à être encadré, le droit de donner son opinion, le droit de jouer, le droit de réclamer et d'exiger, le droit à l'information, le droit à la propriété, le droit à avoir un budget, le droit à avoir des secrets, le droit à la vie privée, le droit à la justice, le droit de s'égarer, le droit de se tromper, le droit de mentir, le droit de pouvoir évoluer, le droit des enfants délinquants à être aimés, le droit au respect et le droit à ses droits. Pour finir. Merci voilà. Eric pour cette présentation sur les droits des enfants. Et Janusz Korczak. Ok. Voilà. Et donc du coup, on a encore un peu de temps pour une petite lecture. Oui, alors une petite parenthèse. Oui. Il y a Geoffrey qui était avec nous tout à l'heure, avec les plumes libres, qui voulait souhaiter un joyeux anniversaire à sa sœur, Fanny Blica. Joyeux anniversaire à vous, de la part de Geoffrey. Voilà. J'espère qu'elle est à l'écoute. J'espère bien, je pense que c'est le cas. Donc joyeux anniversaire à vous, plein de bonnes choses. Alors Eric, une petite lecture avant la fin. Oui, tiens, encore un petit truc comme ça. Alors, je vais encore vous parler d'un livre, vu qu'on est dans un tour de plume libre. De toute façon, parlons encore d'un livre. J'allais vous lire une chronique que j'avais écrite, mais on va plutôt lire ça. Alors, une petite chronique sur un petit texte qui est paru en 2017. Enfin, c'est pas un texte, de toute façon, c'est un recueil de caricatures de Charb, qui s'appelle Laïcité 8 mai. Alors aux éditions du Chêne, et c'est un recueil de caricatures de Charb. Alors Charb, pour ceux qui savent pas qui c'est une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Alors ce livre, ça cible les grandes religions et les idéologies nationalistes. Il pose, à mon sens, de nombreuses questions de fond. Alors Charb, c'est un caricaturiste, oui, comme je l'avais dit, bien connu. Et 2 ans après son assassinat, la publication de ce livre démontre avec efficacité que le crayon de l'auteur ne servait pas le vitriol qu'aux seuls fondamentalistes musulmans.
mais qu'une galerie bien plus large de personnages à l'esprit étroit était visée par le verbe de Charb et le dessin. Les cathos, les juifs, les militaires, les fouteux et les fachos tout poil ont droit au coup de griffe du petit bonhomme jaune qui s'enorgueillit de lacérer la stupidité humaine. Au fil des images, des bulles et des légendes, on rit, on s'émeut, et on peut même trouver des mots qui sonnent suffisamment justes pour donner à penser. Il peut nous donner à voir que les islamistes radicaux sont minoritaires parmi les croyants musulmans. Il peut aussi dénoncer clairement l'amalgame qui est fait sous le titre de musulman. Quand son trait montre que lorsque l'on met dans un seul et unique panier les personnes qui ont une peau mate et les musulmans, c'est déjà du racisme. Quand il dénonce les propos d'hommes et de femmes politiques du bord nationaliste comme étant du fondamentalisme laïque. Son propos heurte et nous secoue, certes, mais ça nous fait suffisamment bouger pour que l'on ne regarde pas l'autre bout de la lorgnette. Le rire et la satire jouent ici leur rôle à plein pour nous faire évoluer et avancer. Oui, mais force est de constater au fil des pages qu'il a bien plus caricaturé les musulmans que les catholiques, les nationalistes ou les fanatiques du football. Quant aux juifs, mis à part un menhir cacher, ne seront jamais attaqués seuls, toujours dans la même salve que les musulmans et les cathos. Quand on fait l'effort de comparer le nombre de citations en fonction des différentes factions visées, on obtient le classement suivant. Les musulmans devançant d'une courte tête les catholiques. Quelques foulées en retrait, on retrouve les nationalistes qui devancent les fouteux et à la traîne de la satire, le judaïsme. L'idée n'est pas ici de mesurer, de lister celles ou ceux qui numériquement sont les plus stigmatisés, mais il s'agit de se poser la question de la couverture médiatique et des impacts qu'elle peut avoir. Et pour ça, il faut en passer par le quantitatif. Chacun de ces dessins ont été publiés et certains ont fait la couverture de Charlie Hebdo. S'il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant sur une revue d'une association, c'est qu'il se peut que nous choisissons de temps à autre des illustrations par défaut, mais quand une constante apparaît, elle est l'objet d'un choix. Elle a du sens. Il apparaît que le préambule de cet ouvrage, que Charb a été dans le préambule de cet ouvrage, que Charb a été la cible de nombreuses menaces de mort écrites, essentiellement de la part de fondamentalistes catholiques et musulmans. Et c'est pourquoi il a vécu sous protection policière. Il semble que c'est ce qu'est largement incité Charb dans ses choix éditoriaux. Cependant, on ne peut pas non plus ignorer que s'attaquer aux catholiques en France n'est pas la même chose que de s'attaquer aux musulmans. Nous sommes dans un pays de tradition chrétienne. Il n'y a qu'à voir le nombre de fêtes chrétiennes qui sont chômées. C'est aussi un pays où où la religion catholique reste largement plus pratiquée, où, par ailleurs, la plupart des candidats ou des candidates à un mandat électif gagnent des points en posant les genoux sur un prie-dieu le dimanche matin dans une cathédrale. Alors que d'un autre côté, sur notre territoire, les musulmans sont fustigés, ostracisés et la cible de tous les amalgames racistes. Xénophobes aboyés à l'envi par les nationalistes et fascistes qui nous exhortent à la haine. Les caricatures qui brocardent un groupe déjà très éprouvé ne fait que renforcer les discours qui condamnent ce groupe. Ce sont des diatribes qui résonnent déjà plus comme un anathème et des appels à la haine. C'est une forme de racisme décomplexé qui a déjà montré qu'il est capable du pire. Alors quoi, Charb serait raciste, xénophobe, anti-islamiste? Je ne crois pas, ou plutôt j'espère que non, parce que beaucoup de ces illustrations ont servi à défendre et promouvoir des idées et des valeurs que je défends moi-même. Des illustrations qui font la critique d'un autoritarisme politique et l'éloge du progrès social. Mais force est de constater que Charb et Charlie Hebdo, par leur traitement pictural inégalitaire, ont entrouvert une porte par laquelle s'est engouffré un auteur comme Marceau, qui par l'entremise de son monstrueux brume s'attaque à tous ceux et à toutes celles qui tenteraient de construire un avenir pacifiste et tolérant. Charb n'est pas Marceau, loin s'en faut. Mais quand on écaille un pot de terre, on ne peut s'étonner que d'autres le finissent à la masse. Doit-on défendre la liberté de la presse? Oui, sans nul doute. Mais les auteurs et les éditeurs doivent bien prendre conscience que les partis pris qu'ils véhiculent peuvent devenir des convictions de demain. Doit-on se battre pour la liberté d'opinion? Oui, à condition bien sûr qu'elle ne devienne pas un dogme. Le droit d'avoir une opinion ne donne en aucun cas le droit d'endoctriner les autres, de les contraindre et de les manipuler. Peut-on rire de tout? Ah, que la réponse est difficile. Dans un univers où tout le monde est sur un pied d'égalité, sans circonstances particulières, je serais tenté de dire oui. Mais il y a toujours des circonstances, il y a toujours un contexte, il y a toujours des contraintes qui posent des limites à la liberté et qui empêchent l'égalité et rendent la fraternité obsolète. Tous les médias en tiennent compte, y compris Charlie Hebdo. N'est-ce pas le journal qui a viré Ciné pour des propos considérés comme antisémites?
Merci Eric d'avoir partagé avec nous ces textes et écrits. Donc notre émission tire à sa fin. Encore une fois, merci à nos invités qui étaient là, donc dans le cadre de Plume Libre. Et joyeux anniversaire encore une fois à Fanny de la part de Geoffrey. Et bonne fête à tous les papas du monde et particulièrement au mien. Eric? C'est la fête des pères aujourd'hui? Oui. Ah bah alors bonne fête à mon papa aussi, hein, donc du coup j'ai failli la louper celle-là. Voilà, ben au revoir à tout le monde et puis bientôt on va donner la place à nos amis d'Afrique Hebdo.